n'atteint pas les sommets en décrédibilisant les autres, mais plutôt en se surpassant soi-même. Mesdames, voilà la voix de la sagesse. À tous, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Famille Parcours. Aujourd'hui, nous recevons une figure scientifique. Vous allez la reconnaître parce que nous allons à sa rencontre. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez compris, nous sommes là en présence de Madame Francine Toumi. Bonjour Madame. Bonjour Myriam. Vous êtes spécialiste du paludisme, présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Tout de suite, je vais commencer par une question. Est-ce qu'il y a une histoire particulière attachée à votre choix sur le paludisme? Pourquoi vous avez particulièrement choisi de faire des recherches sur le paludisme? Alors j'ai choisi le paludisme parce qu'au moment où je faisais mon post-doctorat, donc juste après ma thèse, c'était la maladie qui tuait le plus d'enfants et femmes enceintes en Afrique. Et donc je me suis orientée vers les maladies infectieuses et j'ai choisi celle-là. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, comme on est dans l'émission Femmes et Parcours, nous parlons des femmes. Alors on va parler des femmes dans le domaine de la science. Quelle lecture vous faites aujourd'hui de l'implication des femmes dans le domaine de la science? Alors, les femmes, évidemment, sont encore sous-représentées dans les sciences au niveau mondial. En Afrique, c'est 30% environ de femmes africaines impliquées dans les sciences. Et au Congo, c'est, d'après l'UNESCO, 13%. Donc, c'est encore vraiment trop peu. Et dans les sciences, alors dans les sciences exactes, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, il y a encore vraiment très très peu, encore moins de femmes. La plupart sont plus dans la recherche biomédicale, par exemple, dans les sciences de la santé. Et à quoi est-ce que, selon vous, à quoi est-ce que cela peut être dû? Alors, cela est dû à des stéréotypes. On pense que les sciences sont réservées aux hommes. En plus, on a l'impression que les sciences déféminisent, enlèvent toute la féminité. Et en plus, dans nos sociétés africaines, les sciences ne sont pas valorisées. Et donc, tout cela fait que la jeune fille ne sait même pas et ne rêve même pas de s'engager dans les sciences. Mais cela a forcément un impact parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et donc, ce qui veut dire que la science menée en Afrique est en train de se priver de la moitié de ses cerveaux. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est dommage. Oh oui, oh c'est oui. Vraiment dommage. Oh oui. Alors, quel est concrètement, parce que c'est vrai aujourd'hui on parle beaucoup de la science, mais quel est concrètement l'apport de la science dans le développement d'un pays? On ne va pas particulière prendre notre pays, mais quel est justement l'apport de la science dans le développement d'un pays? Oh, mais l'apport de la science est très important parce qu'elle est liée à l'industrialisation, à la mécanisation, à la facilitation du travail. Le plus bel exemple, c'est l'Asie du Sud-Est, l'Asie, Hong Kong. On passe de l'agriculture à l'industrie, à la mécanisation. Et là, on voit que le pays se transforme. Donc, on fait beaucoup plus travailler les ordinateurs, la réflexion, Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Donc, tout cela, c'est un mouvement de la science. Donc, un pays ne peut pas se développer effectivement la mise en place, par exemple, de l'agriculture. Il faut, aujourd'hui, dans l'agriculture, si on veut connaître la qualité des sols, les drones sont adaptés. Donc, cela, c'est tout, c'est pas cher un drone, mais cela va faciliter le travail de la ménagère. On peut faire nos propres drones si nous savons les construire. Donc, il nous faut des ingénieurs, agronomes, ça, c'est l'agriculture, mais dans les sciences, les maladies aussi.
Il faut qu'on soit capable d'anticiper les maladies qui arrivent avec les outils, adapter les outils même développés par d'autres, mais adaptés à notre contexte. Ça, c'est l'ingénierie, l'innovation. Donc, le pays, faciliter le travail de tous les acteurs de la société par les sciences ne peut faire que croître le pays. Donc, forcément, cela aura un impact dans l'économie. Et c'est ce qu'on veut. Le développement d'un pays se reflète par l'économie, une meilleure santé de ses agents et une meilleure productivité, quelle qu'elle soit. Donc c'est complètement lié. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, bon, on va revenir dans un contexte assez particulier de notre pays, le Congo, est-ce que vous pensez que le Congo aujourd'hui a suffisamment du matériel ou encore a suffisamment des conditions assez remplies pour favoriser justement le développement dans ce sens-là, surtout dans le domaine scientifique? Non, évidemment, je serais malhonnête de répondre qu'on répond à la demande en sciences du pays. Les laboratoires, tout commence par les laboratoires, tout commence par les idées, l'application de ces idées, c'est un premier point. Ensuite, est-ce que la carrière de scientifique est valorisée? Parce que la science est multidisciplinaire. Donc, il faut des groupes de recherche avec des expertises différentes et il faut valoriser cela pour que nos jeunes, parce que les jeunes ont la créativité, donc pour que nos jeunes s'y engagent. Donc là, et puis il faut l'infrastructure, les laboratoires, la communication, Internet. Aujourd'hui, on a l'ère d'Internet, de cette communication immédiate, instantanée. Il faut qu'elle soit à moindre coût, de plus en plus accessible et de plus en plus rapide. Donc, il faut encore accompagner vraiment le développement de la recherche scientifique dans notre pays. Mais cela veut dire que cela part du haut, à savoir qu'en du haut du gouvernement et du leadership de notre pays, il faut décider de mettre un budget conséquent sur un long terme. Et je répète toujours que la science, la recherche est un plat qui se mange froid. Donc ça veut dire on investit aujourd'hui, on ne va pas gagner demain, mais après-demain, oui, on aura vraiment le jackpot. Mais il faut avoir cette vision et mettre les moyens pour accompagner cette vision, absolument. Alors, cela va d'ailleurs me pousser à vous poser la question sur le financement de vos recherches. Comment vous faites? Parce qu'on voit quand même que vous vous impliquez dans des projets, mais comment vous faites pour financer vos projets? Alors, je fais ce que font tous mes collègues qui sont aux États-Unis, au Japon ou en France, en Europe, je dis en France, en Europe, à savoir qu'un chercheur ne doit pas compter que sur le soutien de son pays ou de son institution. Il doit apprendre à aller chercher des fonds ailleurs, dans les organismes internationaux, etc. Il y a beaucoup d'organisations qui financent la recherche parce que c'est tellement important. Le monde se développe grâce à la recherche. Mais il faut aller chercher ces financements et il faut écrire des projets. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais tous les jours pour pouvoir faire vivre la fondation. La Fondation congolaise pour la recherche médicale est financée par les projets. Voilà, c'est extrêmement clair. Cet argent est donné et nous mettons en œuvre ces projets. D'ailleurs, on a vu, vous accompagnez un projet, vous coordonnez d'ailleurs un projet EpiRisque épreuve. Alors c'est pour la préparation à l'éventuelle riposte contre la maladie à virus Ebola. Exactement. Alors parlez-nous un peu de ce projet. Alors ce projet justement, donc la Commission européenne sous l'ombrelle, le parapluie de l'EDCTP à La Haye a lancé un appel à proposition justement pour soutenir l'Afrique, les zones où il y a soit l'épidémie d'Ebola, soit autour pour se préparer à la riposte. On a écrit le projet puisqu'on sait qu'au Congo démocratique, il y a malheureusement cette épidémie en cours et donc nous avons été financés. Donc le but c'est d'essayer de comprendre, sur le long du corridor fluvial, puisque la zone d'interaction, de communication avec le Congo démocratique, donc faire des prélèvements sur
les individus et les animaux, parce qu'on sait que le réservoir du virus est animal, et pouvoir, si vous voulez, anticiper sur l'introduction, si cette introduction arrivait, du virus, ou comprendre aussi, parce que notre pays a déjà eu des épidémies d'Ebola. Donc, justement, comprendre quand il n'y a pas d'épidémie, où est tapis le virus et quels sont les risques. C'est un premier point. Ensuite, préparer la population. Au cas où cette épidémie arrivait, il faut que l'on soit prêt à informer, mais de manière appropriée. Il ne faudrait pas que la population se retourne contre ceux qui viennent les aider, parce qu'ils n'auront pas compris, tout simplement, parce qu'ils n'auront pas compris ce qui se passait. Donc, c'est pendant les temps calmes qu'on étudie la population, des études sociologiques, comprendre est-ce que une population autochtone, on s'adresse de la même façon qu'à la population de Brazzaville. Est-ce qu'il n'y a pas des termes qu'il faut adapter pour qu'ils comprennent immédiatement le danger, ce qu'ils doivent faire? Voilà, cela se prépare avant l'épidémie, de façon que s'il y a un risque, l'épidémie est là, on n'a plus le temps de réfléchir quand il y a une épidémie. Il faut agir, mais il faut qu'on agisse correctement. Donc, ce projet aide à assister le ministère de la Santé à préparer tous ces outils en cas s'il y a besoin de faire une riposte. Et ça avance assez quand même? Oui, absolument. On a eu une équipe qui est partie justement dans le nord. Voilà, exactement. Donc, pour déjà prendre les contacts avant d'aller faire des prélèvements, nous avons déjà eu l'autorisation du ministère de la Santé, mais déjà là, sur les sites aussi, avec les autorités, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire et ils sont complètement ouverts et désireux de collaborer. Donc, d'ici 15 jours, l'équipe va pouvoir aller sur place et là faire des prélèvements aussi bien chez les humains que chez les animaux, les singes, les chauves-souris, donc pour pouvoir voir où se tapit le réservoir. Voilà. D'accord. Alors, j'aurais noté que vous avez une importance particulière tout de même à la transmission. Vous accordez une importance à la transmission du savoir. Parce qu'on le voit, c'est vrai que vous êtes beaucoup à l'étranger, vous voyagez beaucoup, mais vous revenez tout de même. D'ailleurs, moi, je me pose cette question. Il y en a beaucoup qui connaissent, mais qui ne reviennent pas. Ils disent, bon, ils sont de la diaspora, beaucoup plus. Mais vous avez choisi de revenir et de travailler. Et c'est pourquoi? Parce que c'est important, c'est vrai, de transmettre. Et puis, égoïstement, je voulais transmettre et pouvoir voir dans mes vieux jours ceux que j'aurais formés grandir. Et quand on travaille à l'étranger, malheureusement, quand on n'est pas chez soi, on rêve de rentrer chez soi. On ne va pas. C'est rare qu'on vieillisse et là où on a passé sa carrière quand on est à l'étranger, je veux dire. Donc, pour moi, c'était très important de rendre au Congo ce qu'il m'avait donné, parce que quoi qu'on dise, le Congo m'a donné beaucoup. Déjà, m'a vu naître, mais ensuite, j'ai été boursière à un moment du gouvernement congolais pendant, je crois, 1 année ou 2 années, mais c'est une contribution et c'est important de de reconnaître ce qui a été fait. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, je me suis toujours dit, qui doit former les Congolais? Est-ce que les Congolais qui sont au pays doivent attendre que ce soit des missionnaires étrangers qui viennent les former, ou c'est notre responsabilité, quand on a été formé à l'étranger, de venir rendre? Je me suis dit que c'était à moi de le faire. Je n'avais pas à attendre qu'un collègue français parte de France pour aller former les miens sur une discipline qui est la mienne. Je pense que c'était ma responsabilité. Donc, de quitter ce confort-là, parce que c'est un confort, pour venir vivre avec les miens. Voilà. Donc, je voyage beaucoup parce que la science, justement, se partage. Donc, quand je voyage, j'apprends des autres. Et ce que j'apprends, je ramène à la maison. Voilà. Et on voit que ça avance quand même. Quelle étude vous faites par rapport à la transmission? Est-ce qu'il y a déjà tout de même des retours
par rapport à ce que vous transmettez? Oui, je suis contente parce que nous formons, justement, la recherche est un plat qui se mange froid et la formation est longue. Donc un doctorant, c'est 3, 4, voire 5 ans pour former un docteur correctement, avec des publications et qui ait compris vraiment comment se développer un projet de recherche, comment poser une question, mettre en place la méthodologie et en mettant en œuvre le projet. Et là, je suis contente parce que, par exemple, cette année, nous aurons 4 doctorants qui seront docteurs, donc qui sortiront de la fondation. C'est fantastique. Et l'année dernière, nous en avons eu 2. Et donc, je constate qu'au fur et à mesure, maintenant, ça y est, nos docteurs sont là. Certains sont déjà recrutés à l'université Marien-Gouabi, d'autres travaillent dans des institutions de recherche. Donc déjà, ceux que nous avons formés, aucun d'eux n'est à la maison. Ils sont tous employés, ils sont tous recrutés. Donc ça, c'est déjà une victoire parce que ça montre que, oui, nous sommes en train de vraiment de contribuer à, bon, peut-être à une petite échelle, mais en tous les cas, à augmenter la masse critique de chercheurs congolais et former localement dans les meilleures conditions, parce qu'à la Fondation, nous avons tout l'équipement nécessaire. Ils n'ont pas à envier leurs collègues étudiants qui sont ailleurs. Wow. Et c'est super tout ça parce que voilà, on voit que la jeunesse, normalement, doit vraiment être formée. Parce que si on doit miser sur la jeunesse, les grandes générations vont passer. Hein. Absolument. Absolument. Alors, on voit qu'il y a quand même des projets que vous accompagnez. Vous accompagnez des projets. Qu'est-ce que vous y gagnez? Parce qu'on sait, les gens disent, il n'y a rien pour rien. Mais vous gagnez quoi en accompagnant des projets? Bonne question. Qu'est-ce que je gagne? Effectivement beaucoup. Déjà la satisfaction, une satisfaction personnelle irremplaçable. Irremplaçable. Se dire que ce laboratoire, grâce à ce laboratoire, il y a des jeunes qui n'auraient pas pu sortir parce que mes étudiants sortent du pays aussi, vont à des congrès, vont faire des stages grâce à ces projets dans d'autres laboratoires et reviennent. Et donc, entre le moment où je les prends et les moments où ils soutiennent leur thèse, je vois des individus qui sont transformés, complètement transformés. Et ça, je dirais que c'est une satisfaction où ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je me sens fière à ce moment-là. Et voilà, donc c'est beaucoup. Et encore une fois, c'est la satisfaction aussi de faire quelque chose pour son pays, de construire son pays concrètement. Parce que on se demande ok, quand on a avoir des postes, c'est bien. Mais moi, je me demande, après, quand on dort, on se demande qu'est-ce que j'ai apporté à mon pays. Et je ne sais pas, au moment où je fermerai les yeux, j'aimerais être contente de me dire, ok, je m'en vais, voilà, j'ai formé grâce à ce que j'ai fait. Voilà, il y a des familles, parce que il y a des personnes qui travaillent à la Fondation, qui ont créé des familles, donc la Fondation est capable de soutenir des familles, déjà, donc grâce à ça. Et ensuite, ils ont appris comment aller chercher de l'argent, à comment écrire des projets. Donc, et l'esprit de la Fondation, c'est le partage, comprendre qu'on vous a donné un coup de main, mais vous devez rendre ce coup de main. Dans beaucoup de laboratoires au Congo, les familles des étudiants contribuent pour acheter l'équipement, pour acheter les réactifs, pour que leur enfant puisse soutenir une thèse. Moi, j'ai jamais eu ça en Europe ou ailleurs. Je ne vois pas pourquoi je voudrais que mes étudiants payent pour être formés. Et pourtant, c'est la norme. Les familles paient ailleurs pour que les billets d'avion, pour que l'enfant aille dans un laboratoire. Mes étudiants, aucun d'eux. Non seulement ils ne paient pas, ils ont tout, mais ils ont même quelquefois
une bourse en plus pour eux-mêmes. Et pour moi, ça me gêne pas. Je suis extrêmement heureuse de cela, à condition qu'un jour, ils rendent à d'autres ce qui leur a été donné là. Voilà. C'est même ça le plus important, parce que quand on emmagasine, après, il faut rendre. Sinon, ça ne sert à rien, c'est une grosse perte. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Alors, aujourd'hui, vous êtes vous faites partie de la fondation Bill et Melinda Gates. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de faire partie de cette fondation? Bon, c'est donc dans le Advisory Board, c'est un comité qui conseille donc Bill et Melinda Gates. Une grande fierté là aussi, parce que c'est le fruit, c'est la récompense, je ne sais pas où c'est pas l'aboutissement parce que il y a autre chose après, mais ça fait partie d'un parcours de travail, c'est la résultante d'un travail qui est reconnue, bon là, par cette fondation qui est si ce n'est la fondation la plus puissante en matière de recherche biomédicale. Donc c'est une reconnaissance extraordinaire, mais pour moi, encore une fois, je prends rarement les choses pour moi parce que je me dis toujours qui suis-je, bon, pour moi, mais c'est important pour les jeunes à côté, pour leur faire comprendre que le travail paye. Ça prend le temps que ça prend. On n'est pas égaux par rapport au temps des récompenses, hein. Mais le travail paye. Et pour moi, ça, c'est vraiment, pour moi, le moyen de témoigner, entre guillemets, aux jeunes pour montrer que, bon, vous voyez, là, je n'ai rien demandé, ça m'est tombé dessus comme ça. Mais ça ne m'est pas tombé dessus comme ça. C'est parce que derrière, il y a eu tout un parcours, tout un travail qui a été reconnu certainement par les conseillers qui ont proposé mon nom à ce moment-là à la Fondation Gates. Donc voilà, c'est juste pour moi un moyen de prouver dans les campagnes de sensibilisation, prouver aux jeunes, vous voyez, je suis née à Bakongo, d'une famille pauvre, donc je n'ai rien de plus, j'ai pas rien de plus que vous. Je suis vraiment... Et pourtant, j'ai juste travaillé, et voilà. Et vous pourrez aller encore plus loin, évidemment. Et c'est encourageant d'ailleurs, hein. C'est vraiment encourageant. Mais après, les gens se mettent des limites, des barrières. Je ne peux pas faire ci, c'est trop dur. Je ne peux pas faire ça, ça demande trop d'efforts. Mais sans effort, est-ce qu'on peut parvenir à quelque chose? Non. Je pense pas du tout. Non. Alors nous allons lentement, mais sûrement vers la fin de cette interview. Alors, Madame Francine, professeure, dites-nous un peu. Role model. Est-ce que vous avez un modèle dans votre carrière? Parce qu'on se dit qu'avant d'aller quelque part, avant d'atteindre un certain but, on regarde et on se dit, bon, je vois telle personne et j'aimerais bien être comme ça. Et après, à la fin de sa vie, on regarde, on dit, bon, je pense que j'ai quand même pu. Est-ce que vous avez un modèle comme ça? Je n'ai pas eu de modèle. Bon, c'est peut-être l'énergie de mon père. Je dirais peut-être pas. Non, c'est pas le modèle, mais il m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de limite. Au contraire, moi je m'en mettais justement, et je dirais la première fois où j'ai compris qu'il fallait que je fonce, j'étais très jeune, je vous raconte juste l'anecdote, et puis on visitait, c'était en Côte d'Ivoire, mon père travaillait en Côte d'Ivoire, la fondation, je crois, au Fouette-Boigny, je ne me souviens plus, qui était majestueuse. Donc, c'était comme un musée. Et puis, le bureau du président de la fondation était extraordinaire. Et puis, j'étais là émerveillée. Puis, oh mon Dieu, j'étais émerveillée. Et puis, mon père qui me regarde et puis qui me dit, Francine, pourquoi tu es aussi admiratif? Si tu décides que tu vas travailler dans ce bureau,
eh ben, tu travailleras dans ce bureau. C'est à toi de bosser et de viser ce bureau. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Et j'avoue que je m'étais dit, oh, mais bizarre, comment je peux arriver un jour à travailler là? Et ça m'est toujours resté malgré tout. Et j'ai compris que ce jour-là, il m'avait dit que pourquoi tu te mets des limites? Et après ça, en fait, quand j'ai voulu quelque chose, je vous avoue que généralement, je l'ai eu. Alors, peut-être pas aussi vite que je l'ai voulu, mais soit je l'ai eu, soit j'ai même eu mieux que ce que je pensais viser. Voilà. Donc, les limites, souvent, c'est les gens qui vont mettre leurs propres limites en disant on ne peut pas faire ça. C'est eux ils ne peuvent pas faire ça. Ça ne veut pas dire que soit on ne peut pas. Donc, absolument, ne pas se mettre de limites. Absolument, absolument. Donc là, je pense que nous sommes vraiment à la fin de notre interview. J'aimerais juste vous poser une dernière question qui me vient là tout de suite. Quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui vous motive? Parce qu'on voit que vous ne le faites pas que voilà, sur un coup de tête ou parce que bon, j'ai étudié et je le fais. Mais on voit que c'est accompagné d'une passion et tout. Qu'est-ce qui vous motive à travailler comme ça, à faire ce que vous faites? Alors, aujourd'hui, je pourrais même plus dire parce que c'est tellement en moi. Je ne sais pas. Là, je ne sais plus. Je suis passionnée, c'est vrai, mais je crois que là, je suis passée au-delà de la passion. C'est devenu presque, non seulement c'est un devoir, je me sens, c'est un engagement complet. Ça paraît presque idiot ou bateau de dire ça, mais je me sens tellement engagée dans ce pays et qui va mal. Et je me dis, quand un pays va mal, quand on a un malade à côté de soi, on n'a pas envie de lui taper dessus, on a envie de participer à sa guérison. Et c'est exactement ça. Je me dis, c'est pas le moment de quitter ce pays parce qu'il va mal. Et voilà. Et donc, je crois que c'est presque ce pays m'a beaucoup manqué. Vous savez, j'ai passé plus de 20 ans à l'étranger. Je n'ai pas passé mon enfance ici, pratiquement. Donc, c'est un pays qui m'a manqué terriblement. Et donc, je le vis, je l'aime profondément. Et voilà. Et donc, il est malade. Et je me dois, avec le peu de compétences que j'ai, les outils que j'ai, d'apporter quelque chose pour participer à sa guérison. Mais tous ensemble, évidemment, on doit participer à sa guérison, mais j'ai envie de participer à ça, à cet effort-là. Voilà. C'est ce qui fait que je tiens et que je résiste. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment, ça je le dis de tout cœur, vous êtes un grand modèle pour beaucoup, vraiment un grand modèle. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à la fin. Les bonnes choses ne durent pas, on le dit. On est arrivé à la fin. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo et d'inviter également vos voisins à s'abonner. Alors, on va saluer ceux qui réalisent, ceux sans lesquels cette émission ne serait pas réalisée. Monsieur Alex Patrick Bembe qui est derrière la caméra, on ne le voit pratiquement jamais. Et même Monsieur Hakim Le Negro. On salue, Madame Francine. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Myriam pour cette belle invitation. Merci. Et au revoir.